Le monde du travail est-il en pleine révolution? Et si oui, quel avenir pour le travail? Avec nous pour en parler, Alain Supiot, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes juriste, professeur au Collège de France où vous occupez la chaire État social et mondialisation. Avec nous, toujours sur ce plateau, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Merci d'être toujours avec nous, Philippe Martinez. On va commencer avec vous qui avez écrit « Le travail n'est pas une marchandise, contenu et sens du travail au XXIe siècle ». La question peut paraître saugrenue, mais aujourd'hui, en 2019, quasiment 2020, est-ce la fin du travail? Pour penser que ce soit la fin du travail, il faudrait penser que les êtres humains cessent d'avoir dans leur tête des images de choses nouvelles à faire et qu'ensuite ils essaient de les faire advenir dans le monde. Donc il faudrait penser la fin de l'humanité pour penser la fin du travail. Vous parlez de fiction? Je ne parle pas de fiction, je dis que c'est une idée absurde. Que le travail étant la voie par laquelle nous projetons dans les milieux où nous sommes, encore une fois, d'abord ce qui sont des images mentales, ce qui distingue le travail des êtres humains de celui des machines ou des animaux, c'est inhérent à l'être humain. C'est une de ses activités fondamentales. C'est une des choses qui distingue l'anthropos des autres mammifères. Donc on peut toujours... Vous savez, le millénarisme, quand on est autour des ans 1000, en général, on a des grandes visions comme ça, fin du travail. Je n'y crois pas une seconde. Pour autant, ça c'est pour l'échelle globale, ce serait, dites-vous, la fin de l'humanité, la fin du travail. Pour autant, on peut dire que c'est la fin des caissières bientôt, ou des caissiers dans les supermarchés, avec la robotisation. C'est en ce sens que je vous posais la question. Là, vous me parlez des emplois. Ça, c'est autre chose. Quelle est la différence? Les emplois, ça se transforme en permanence, au fur et à mesure des changements techniques. L'emploi ne doit pas être confondu avec le travail. L'emploi, c'est une invention, d'ailleurs, assez récente, qui correspond à ce qu'on a appelé la période fordiste, disons tayloriste, où, pour le dire dans des termes plus généraux, l'avènement du capitalisme au XIXe siècle, sa caractéristique par rapport aux économies de marché, c'est trois choses. C'est de traiter trois choses comme des fictions, alors que ce ne sont pas des fictions. C'était dit par un grand économiste qui s'appelle Karl Polanyi. Ça consiste à traiter la terre, donc la nature, le travail et la monnaie comme des marchandises. Alors que ce ne sont pas des marchandises, ce n'est pas produit dans des usines, le travail. Ce sont des conditions de la production, les trois. Donc ce sont des fictions. Donc l'économie politique repose sur ces fictions. Et pour que ces fictions soient tenables, pour qu'on puisse dire que ce que je suis en train de faire, qui est quand même du travail, c'est un objet détachable de ma personne, là on est déjà dans le fictif, ça suppose des dispositifs juridiques qui prennent en charge sur la longue durée la vie humaine, de sa formation, la retraite dont vous parliez tout à l'heure. Donc comment vous définissez le droit du travail, ça a été ça. L'emploi, c'est un dispositif qui a été inventé pour faire un échange entre j'obéis, mais j'ai des sécurités contre cette obéissance. Et le travail? Le travail, c'est la façon, je voulais que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais l'accomplissement d'une œuvre. Le travail, c'est à chaque fois que vous avez l'idée d'une œuvre à accomplir, mais ça peut être quelque chose d'extrêmement modeste. Vous rentrez chez vous, vous dites, je vais faire une surprise à mon épouse, je vais lui faire des paupiettes de veau. Eh bien, c'est du travail, oui. Donc ça, c'est depuis l'origine de l'humanité. Philippe Martinez, la fin du travail, ça vous surprend comme question? Oui, enfin, ceux qui parlent de la fin du travail ne connaissent pas le travail. Le travail, il y a des technologies qui évoluent. Vous parliez des caissières. Où c'est écrit qu'on n'a plus besoin de caissières? Moi, je revendique l'idée que, et ça ne s'oppose pas au numérique, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous sourit. Encore faut-il qu'elle ait une charge de travail allégée pour qu'elle puisse lever la tête de sa caisse et vous dire bonjour, comment vont les enfants, etc. Et si on met plus de caissières, il y aura moins d'attente aux caisses. Donc, moi, j'ai été marqué par un très beau film de Ken Loach qui s'appelle Moi, Danny Blake. C'était sur l'accueil des chômeurs en Grande-Bretagne. On les accueille avec des machines. Mais quand on est justement précaire, on a besoin de réconfort, on a besoin de parler d'autre chose. C'est un travail d'accueillir les gens. Les services publics, c'est un travail. Et donc, je vous le dis, tous ceux qui parlent de la fin du travail parlent d'autre chose que du travail. Et je suis d'accord avec M. Supiot,
Les politiques, par exemple, aiment bien parler emploi ou chômage parce qu'eux, ils ont des statistiques à montrer. Vous en avez parlé, on en a parlé tout à l'heure, à dire, vous avez vu, on est fort, hein. Il n'y a plus que 7% de chômeurs. Alain Supiot, quels sont les défis posés par ce qu'on appelle la révolution numérique? D'ailleurs, y a-t-il vraiment une révolution numérique comme il y a eu une révolution industrielle ou est-ce un mirage? Non, ça pas du tout. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous vivons un changement technique d'une ampleur considérable et qui est de la mesure de ce qu'on a vécu, effectivement, avec la seconde révolution industrielle. Ouais. Et ce que l'on observe, là encore sur la longue durée, c'est que à chaque fois que l'humanité change d'outil, conçoit des nouveaux outils, elle doit changer d'institution. Que donc les solutions, les réponses qui ont pu être apportées au monde industriel doivent être retravaillées et repensées. Donc l'une des choses qui est frappante dans ces nouvelles technologies, c'est que leur bon usage suppose... Enfin, ce sont des technologies merveilleuses. Potentiellement, ça nous dispense de toutes les tâches répétitives ou de toutes les tâches qui relèvent du calcul, de ce qui est calculable. Alors, imaginons, je discute avec des collègues au Collège de France, si j'ai les meilleurs spécialistes autour de moi sur les bases de données, etc. Ils disent qu'il n'y a pas de limite à ce que pourront faire ces machines dans le registre du calculable. Mais le propre de l'intelligence humaine, c'est de faire d'autres choses que de simplement de calculer. Donc, c'est-à-dire ces machines, elles ouvrent une possibilité pour concentrer le travail humain sur sa part la plus créatrice, la plus poétique en grec, excusez-moi d'utiliser du grec, mais enfin c'est la plus créatrice. Or, au lieu de faire ça, l'usage qu'on fait actuellement des machines consiste à penser les êtres humains sur le modèle des ordinateurs. Encore une fois, c'est une vieille affaire. On a toujours essayé de penser le travail humain sur le modèle des outils de travail qu'on avait. Du temps où on avait du travail animal, on traitait des hommes comme des animaux, c'était l'esclavage. Et puis on a eu les grosses machines à vapeur et on a traité les êtres humains comme des engrenages, comme l'a si bien montré Chaplin. Et aujourd'hui, nos nouveaux outils, enfin l'objet fétiche, c'est le smartphone. Il n'y a pas eu beaucoup d'objets que tous les êtres humains portent auprès d'eux. Il y a eu la montre et le smartphone. La montre est typique de l'imaginaire industriel où les êtres humains sont vus comme des engrenages qui obéissent mécaniquement aux signaux qu'ils reçoivent. Et maintenant, on les conçoit comme des sortes d'ordinateurs qui doivent réagir à des chiffres en temps réel, ce qui les enferme dans des boucles spéculatives coupées de l'expérience qu'ils ont de leur travail. Et pour donner une formule que j'ai trouvée très bienvenue, venant, je pense, des soignants dans les urgences en ce moment en difficulté, ils ont dit on nous demande de soigner l'indice plutôt que le malade. Eh bien, ça résume très bien ce que j'appelle la gouvernance par les mondes. Donc là, vous avez un mauvais usage de l'outil. Donc notre problème aujourd'hui, c'est comment domestiquons-nous nos nouvelles machines pour les mettre au service du progrès humain au lieu de s'entêter à concevoir les êtres humains comme des machines. Alors vous expliquez notamment qu'il est nécessaire, dites-vous, de remettre en cause l'assimilation du travail à des marchandises. Vous dites d'ailleurs qu'au niveau du climat, c'est la même chose, marchandisation de la nature, qui s'est imposée, dites-vous, depuis l'avènement du capitalisme. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée ? Je ne peux pas le développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux essayer de répondre très brièvement à votre question. Il y a une notion que vous trouvez partout. Si vous lisez les grands rapports sur l'avenir du travail, il y en a des quantités. Alors l'OIT en a fait un, la Banque mondiale en a fait un. Si vous écoutez les discours politiques, on vous parle partout de capital humain. Bon. Si vous lisez aussi les rapports sur les questions écologiques, on vous parle de capital naturel, la Banque. Donc, venant de la banque, je peux le comprendre, c'est des banquiers ou qui portent le regard, ils pensent qu'ils voient des capitaux. Mais en réalité, la notion de capital humain n'a de sens technique précis que dans les livres de compte des propriétaires d'esclaves. Parce qu'on mettait les esclaves à l'actif de la comptabilité. Et ensuite, c'est une notion qui a été employée par Staline en 1938, qui parlait de capital humain, là où Hitler parlait de matériel humain. Et ensuite, ça a été recyclé par le prix Nobel d'économie Gary Becker. C'est une réduction de l'être humain à l'état de choses inertes. Le travail n'est pas un capital. Alors, bien sûr, c'est souvent porté par les meilleures volontés du monde, parce que c'est une façon de dire que c'est précieux. D'ailleurs, le discours de Staline disait « l'homme, le capital le plus précieux ». Mais ça conduit à des impasses. Et c'est la même chose sur la nature. Si vous concevez la nature comme un capital à exploiter, vous vous sentez encore dominant la nature. Or, un des problèmes qui se posent, parce qu'on parlait tout à l'heure du travail marchandise comme fiction, la nature marchandise comme fiction, ça nous a conduit à y voir une des ressources
que nous pouvons exploiter à notre guise. Et ce que nous découvrons maintenant, c'est que la nature dépend de nous, mais nous dépendons d'elle. Donc il faudrait mieux penser en termes de milieu que d'environnement. Et c'est là qu'il y a un lien très étroit entre la question du travail et la question de l'environnement. C'est que c'est par le mode du travail de l'être humain qu'il a un impact, ce qu'on appelle une empreinte écologique. La question de l'empreinte écologique et la question des modes d'organisation du travail à l'échelle de la planète, c'est une seule et même question. J'ai trouvé un jour sur le marché de Pornic, Loire-Atlantique, un petit oignon à vendre qui venait de Tasmanie. Il était moins cher que les oignons locaux. Je dis, ce n'est pas une vérité des prix, si on pense au coût du transport. Donc aujourd'hui, on a des formes d'organisation du travail à l'échelle du monde qui sont insoutenables écologiquement. Donc si elles sont insoutenables, elles sont appelées à disparaître. Alain Supiot, j'aimerais aussi vous entendre et je ferai réagir ensuite Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Il y a une étude récente qui montre que la France figure parmi les pays d'Europe les plus touchés par ce qu'on appelle le mal-être au travail, avec beaucoup de stress. À quoi est-ce dû selon vous ? Principalement à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait de traiter les êtres humains comme des machines et à les enfermer dans des systèmes de représentation chiffrée de la réalité qui sont coupés de la diversité de leurs expériences. Ça, c'est des formes de déshumanisation du travail qui sont portées par l'outil informatique. Si vous voulez, dans l'ère industrielle, on risquait sa peau, ses poumons, sa vie. On ne risquait pas sa raison. On pouvait être abruti, mais les premiers cas d'atteinte à la santé mentale sont apparus, on peut le dater juridiquement, parce que dans le Code du travail, ça apparaît en 1994 en France, à l'OIT dans les recensements de maladies professionnelles en 2010. La courbe des suicides au travail n'a cessé de monter. Et en France, il y a les chiffres de l'assurance maladie qui montrent que en 5 ans, c'est de 2012 à 2017, le nombre d'affections psychiques a été multiplié par 7 en France. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants. Philippe Martinez, que faites-vous à la CGT, que faites-vous au-delà des sujets d'actualité comme la réforme des retraites pour vous attaquer à ce genre de choses ? Justement, on parle du travail et pas d'autre chose. Et moi, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit et votre question, une phrase qu'on entend beaucoup, moi je vois dans l'industrie, qui résume cette situation du mal-être au travail, c'est des collègues à moi ou d'autres qui disent avant on me demandait si ce que je faisais ça marchait, maintenant on me demande combien ça rapporte. Et donc c'est la négation du travail, c'est-à-dire que les savoir-faire sont mis de côté, c'est bien ce que tu as fait, ça marche, etc. Notamment en matière d'environnement, par exemple, moi j'ai des collègues qui travaillent sur des motorisations très propres, mais on leur dit combien ça rapporte. Et bien ça, forcément pour tous les individus, si on nie leur savoir-faire, leur travail, en termes de reconnaissance du travail bien fait, vous savez, le beau travail. L'épanouissement aussi. On se dit, quoi ça sert que, comme disait l'autre, que je me décarcasse, puisque de toute façon, on va nier mon savoir-faire. Et ça génère ce que vous disiez, c'est-à-dire du mal-être, un genre d'abandon vis-à-vis du travail qu'on s'en fout. Merci beaucoup Philippe Martinez et merci Alain Supiot d'avoir répondu à nos questions pour parler du travail aujourd'hui.